Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour continuer la première vidéo qu'on avait fait sur les lipides. Donc, vous vous dites sûrement, Lucie, c'est bien gentil, maintenant on sait tout un tas de trucs sur les lipides, mais concrètement, dans la vraie vie, on fait quoi? Comment on les cuit, qu'est-ce qu'on utilise, etc. Donc là, je vais vous présenter un peu les must-have, tout ce que vous pouvez faire, comment vous vous organisez, vous expliquer lesquels choisir, etc. Donc, je vais vous proposer celles que j'utilise moi. Les choix sont assez vastes et c'est vrai que les teneurs varient vraiment en fonction de chacune. Donc, je vous présente celles que j'utilise parce que je pense que ça vous intéresse dans le sens où je privilégie quand même le bon rapport qualité-prix parce qu'on a certaines huiles qui sont quand même à des prix complètement différents. Donc là, on va pouvoir avoir les bénéfices sans non plus craquer son portefeuille. Alors, je voulais quand même vous préciser que pour moi, l'huile, c'est quelque chose qu'on doit vraiment prendre en bio. Effectivement, le prix est plus cher, mais les résidus de pesticides dans les huiles sont vraiment très nombreux, les hydrocarbures, etc. Donc, je vous conseille quand même d'investir dans des huiles bio. Donc, on va commencer à présenter un peu tout ça. Alors, on va parler de la cuisson. Il y a beaucoup de débats sur la cuisson. Oui, pour frire, il faut choisir l'huile de coco ou l'huile d'arachide ou ceci, cela. Et puis, de temps en temps, on entend, mais non, c'est pas vrai. Et puis, on voit des chiffres. Effectivement, on ne peut pas la cuire si haut que ça. Alors, c'est par rapport à quoi? C'est tout simplement par rapport au fait de est-ce que l'huile, elle est raffinée ou non raffinée. Donc, c'est-à-dire que si sur l'étiquette, vous voyez huile de quelque chose vierge ou extra vierge, ça veut dire qu'elle n'est pas raffinée. Cette huile-là, elle est très bénéfique parce qu'elle n'est pas modifiée. Elle a toute son odeur, toute sa saveur et aussi les vitamines. Cependant, les huiles qui sont vierges ou extra vierges, donc non raffinées, elles supportent très mal la chaleur. À titre d'exemple, en général, on a du mal à dépasser les 100-110 degrés, par exemple pour le colza, le tournesol, le lin, etc. Les exceptions, ça va être par exemple l'huile d'olive qui peut monter quand même jusqu'à 160 degrés, même quand elle est vierge. Cela étant, 160 degrés pour faire cuire dans la poêle, on monte quand même assez vite au-dessus. Donc, l'huile d'olive, moi, c'est le must-have. En plus, voilà, je suis méditerranéenne. Donc, clairement, c'est dans ma culture d'utiliser de l'huile d'olive. Mais c'est mieux, si vous avez de la vierge ou extra vierge, de l'utiliser à la limite pour une cuisson douce dans le four. Ça va. Mais par contre, si vous voulez faire sauter dans la poêle ou cuire à plus haute température dans le four, il faudra prendre de l'huile raffinée. Donc, comment on sait sur l'étiquette? C'est très simple. S'il y a écrit juste huile de colza, huile d'olive, huile de quelque chose ou huile végétale de, c'est des huiles qui ont été raffinées. On peut aussi trouver des mélanges, des appellations comme huile pour la cuisson, huile pour la friture, où on va avoir un mélange de plusieurs huiles végétales qui sont raffinées. Et le fait qu'elle soit raffinée, ça va permettre de monter en température. Donc l'huile d'olive, on va pouvoir la monter à 250 degrés quand elle est raffinée. L'huile de tournesol, on peut la monter à 230 degrés, tandis que c'est que 100 degrés quand elle est vierge. Donc là, on a un peu fait le tour des cuissons, des utilisations. Je vais quand même faire un petit aparté sur expliquer donc les graisses qui sont saturées sont celles qui vont le mieux tenir en cuisson. Les mono-insaturées, donc avec une insaturation, ça tient déjà mieux. C'est pour ça que ça tient mieux que les polyinsaturées, pardon. Donc c'est pour ça que l'huile d'olive qui est quasiment que de la monoinsaturée, hein. On est sur du 70-75% de monoinsaturée. Même quand elle est vierge, elle peut monter plus haut que ses copines, les tournesols ou colza ou lin. Par contre, le beurre, c'est vraiment une exception. Le beurre, on est à 60% d'acides gras saturés, donc c'est beaucoup, une majorité, mais on ne peut pas monter le beurre en température haute. Vous l'avez déjà très certainement vu, vous mettez du beurre dans la poêle, ça crame en 2 temps 3 mouvements, parce que le beurre, à cause du petit lait,
Il peut cramer très très vite et du coup on va s'arrêter à 120 degrés maximum. Par contre, si vous voulez cuire avec de la matière grasse, du beurre, il faudra faire ou acheter du ghee. Le ghee, c'est donc le beurre qui est clarifié, c'est-à-dire la matière grasse pure sans le petit lait qui est constitué majoritairement d'eau et de protéines. On va pouvoir lui le monter à plus de 250 degrés, donc là il n'y a aucun souci. L'huile de coco, elle est aussi assez particulière. Donc l'huile de coco, elle est extrêmement riche en acides gras saturés, encore plus que le beurre. Et du coup, celle-là, ça fait qu'on peut même quand elle est vierge, l'utiliser à 180 degrés. Et alors, quand elle est raffinée, on peut la monter à 230 degrés sans aucun problème. Donc effectivement, l'huile de coco pour vos cuissons, c'est quelque chose qui est vraiment super top. Voilà, vous pouvez faire vos wok avec un peu d'huile de coco, il n'y aura aucun souci, pas de changement de la molécule, du lipide, il va rester stable en cuisson et il n'y aura pas de souci. Donc, quand même, un petit rappel, l'huile, quand elle est raffinée et quand elle va être cuite, les deux, ça va faire des pertes en vitamines. Donc là, je vais vous présenter un peu mieux les huiles que j'ai dans mon placard et vous expliquer pourquoi elles sont bénéfiques, comment les utiliser. Donc je commence avec la fameuse huile de colza. L'huile de colza, elle est assez riche en acides gras polyinsaturés, mais surtout en acides gras monoinsaturés. Elle a quand même plus d'oméga 6 que d'oméga 3, mais c'est une huile qui est intéressante. Quand elle est raffinée, on peut la monter en température, il n'y a pas de problème. Seulement, en général, l'huile de colza, on ne l'utilise pas pour la cuisson. Pourquoi? Parce que c'est une huile qui est riche en vitamine E et K1 et on va supprimer ça si on raffine l'huile et c'est du coup dommage. Donc l'huile de colza, c'est une huile qui est pas mal parce que sa composition est quand même très intéressante et elle est à un prix accessible. Donc c'est aussi pour ça que voilà, on va l'utiliser parce que en général on dit l'huile de colza c'est super pour les oméga 3. C'est pas la mieux. Pour moi la meilleure en oméga 3 c'est l'huile de lin. Par contre le prix n'est pas le même. L'huile de lin va être plus chère. Donc colza, on utilise pour les vinaigrettes, l'assaisonnement, etc. L'huile de lin, pareil, donc ça vous pouvez acheter des petites bouteilles et en rajouter un peu aussi, faire des mélanges, il n'y a aucun souci. L'huile de lin, elle est vraiment très 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 riche en oméga 3. C'est grosse majorité d'acides gras polyinsaturés et on retrouve aussi un peu de vitamine E et de vitamine K1. Par contre, l'huile de lin, je ne l'ai jamais vue sous forme raffinée. Elle est toujours extra vierge dans tous les magasins que j'ai vus et du coup, elle se cuit vraiment pas. On peut même pas dépasser 100 degrés. Donc voilà, l'huile de lin, c'est uniquement pour les assaisonnements. Alors, l'huile de tournesol, on a la version raffinée qu'on peut chauffer et la version non raffinée. Moi, je vous conseille la version non raffinée parce que au final, ce qui est intéressant dans l'huile de tournesol, c'est qu'elle est très 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 riche en vitamine E. C'est vraiment une grosse source et voilà, donc ça n'a pas vraiment d'intérêt de la cuire et de la raffiner si on n'a plus cette vitamine E. Donc l'huile d'olive, je vous en ai déjà quand même parlé, donc elle est principalement riche en acides gras monoinsaturés et on va du coup avoir l'option de la raffiner pour les cuissons à haute température. Pourquoi l'huile d'olive elle est aussi utilisée et répandue? Je pense déjà parce que c'est une des meilleures huiles. Personnellement, ça m'arrive de faire des goûters où je prends un petit bol, je mets un peu d'huile d'olive, du sel, je prends un morceau de pain et je trempe et je mange et je me régale juste comme ça avec de l'huile d'olive. Donc je pense que c'est le goût et aussi le prix parce que c'est quand même une huile qui reste assez accessible, bien que de temps en temps on trouve des bouteilles très chères. Mais voilà, on peut trouver des huiles d'olive bonnes à un bon rapport qualité-prix. Et voilà, c'est une huile qu'on peut utiliser en cuisson, qu'on peut utiliser en assaisonnement. Et c'est un peu la reine des huiles végétales. Je voulais vous parler du beurre. On a tendance à le diaboliser parce qu'effectivement, il contient des acides gras saturés. Mais si vous ne dépassez pas une consommation raisonnée, c'est-à-dire que vous ne dépassez pas 20 à 30 grammes de beurre par jour, que vous prenez du beurre juste pour assaisonner, donc je dis bien assaisonner, pas cuire. Donc vous pouvez rajouter, vous savez, cette petite noix de beurre dans la purée,
ou tout simplement le beurre pour tartiner sur les tartines du matin. J'aime me beurrer la biscotte. Pourquoi c'est intéressant? Parce que le beurre, c'est une source incroyable de vitamine A et en plus, il contient aussi du bêta-carotène qui est son équivalent végétal, comme je vous l'avais déjà dit. On a aussi d'autres huiles qui sont très intéressantes, l'huile de noix, l'huile de soja, il y a beaucoup de choses. Il faut être curieux, retourner les étiquettes et vous aurez des informations, les mêmes qu'ici. De toute façon, maintenant vous êtes un expert en lipides avec la première vidéo, donc du coup vous allez tout comprendre. Je voulais vous parler aussi très rapidement d'autres sources de lipides qu'on ne sait pas forcément que c'est des sources de lipides. On les oublie peut-être un peu. C'est donc les fruits oléagineux. Les fruits oléagineux, c'est principalement la noix de coco, les olives et l'avocat. Et ces trois fruits-là, ils sont vraiment très riches en lipides, mais ce sont des bons lipides. Donc l'avocat, on est sur environ 20% de matière grasse dans le fruit. Donc c'est vraiment un fruit très riche en lipides, sachant qu'en comparaison, les autres fruits, il n'y a pas du tout de matière grasse. Là, on est sur 20%. Et dans l'avocat, on a une majorité d'acides gras monoinsaturés. Dans les olives, en moyenne, une moyenne olive noire et olive verte, et toutes les autres olives, on est sur entre 15 et 17% de matière grasse, et aussi une majorité de monoinsaturés. La noix de coco, on est sur 33% et on a une majorité de graisse saturée. Donc on le comprend bien puisque l'huile de coco, c'est une majorité de graisse saturée. Le fruit frais, c'est la même chose. On peut aussi noter les graines oléagineuses. Je pense aussi aux fruits à coque. Donc les amandes, par exemple, on est à plus de 50% de lipides. Les noisettes, on s'approche de 60% de lipides. Les deux, là, que je viens de citer, sont majoritairement riches en monoinsaturés. Et par exemple, les noix, on est plus sur 30% et c'est du polyinsaturé. Chaque noix est vraiment différente dans sa composition lipidique. Pour moi, la plus intéressante, c'est les noix simples, les noix de Grenoble. Mais voilà, donc c'est quand même des sources d'acides gras. Il faut le savoir, c'est notable. Et par contre, ce sont des bons lipides. Donc il n'y a pas de problème. Vraiment, c'est conseillé de l'inclure dans son alimentation. Et voilà, en collation par exemple, ou le matin, vous prenez une dizaine d'amandes ou une dizaine de noix et vous aurez une bonne source, un bon apport de matière grasse. Voilà, donc on n'oublie pas les matières grasses, c'est quelque chose de vital, très important pour votre santé, donc on ne les met pas de côté. Euh, je sais qu'il y a certaines personnes qui avaient envie que je parle du régime cétogène, ça ce sera pour une prochaine vidéo, un peu de patience. Mais donc pour le régime qu'on dit, on va dire classique, hein, les recommandations pour les adultes en général, on est sur une recommandation de 35 à 40% de lipides. Donc vous voyez, les lipides ont vraiment leur place dans une alimentation équilibrée. Merci beaucoup de m'avoir écouté aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater. Si vous voulez un peu épater vos amis lors des repas ou votre famille, abonnez-vous, comme ça vous serez bientôt incollable sur la nutrition. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu et à mettre en commentaire si vous avez des idées pour des prochaines vidéos, si vous avez des demandes, des sujets que vous aimeriez que j'aborde, il n'y a pas de problème, vous m'écrivez ça en dessous, je lis tous les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao ciao!